Si vous prenez les Libanais, que vous y ajoutez le groupe de Massassou, puis tous ces gens, il est facile de comprendre que ce complot avait été préparé de longue date. L'attachée de défense de l'ambassade américaine a reconnu qu'elle était en contact avec les gardes rapprochés de Kabila, mais elle nie toute implication dans l'assassinat. J'ai quitté le Congo peu après l'assassinat, mais c'était une pure coïncidence. Oui, j'avais été en contact avec les gardes du corps. Ils formaient une espèce de bande et mes contacts avec eux étaient très informels. On a certainement pris quelques bières ensemble, mais je ne leur ai jamais donné d'argent. Néanmoins, l'élimination de Kabila arrangeait les Américains. Au palais, la plupart des gardes du corps ont été recrutés par Massassou. Sécurité humaine, comme la responsabilité d'entreprise, comme les mesures incitatives, comme les normes éthiques. C'est-à-dire qu'on a une sorte de quincaillerie conceptuelle qui s'inscrit dans un cahier des charges qu'on nous remet lorsqu'on nous donne une subvention, et on sait à quel point les ONG et les universités sont aux abois pour avoir des subventions, et ils sont tenus d'utiliser ces termes-là, précisément parce que ce sont des termes qui n'ont pas de portée critique, c'est-à-dire qu'ils s'inscrivent dans une sorte de nébuleuse, le terme de gouvernance ne correspond à aucune philologie, personne ne sait à quoi ça renvoie, je veux dire, en français ça ne veut rien dire, c'est un substantif créé à partir du participe présent du verbe gouverner, le participe présent étant le temps le Tu sais, même, bon, il y a des compagnies minières canadiennes, bien évidemment, qui, elles bénéficient... Haïti, Africa, Haïti, Okumisa,
Kinshasa va célébrer ses 52 ans d'indépendance, excusez-moi. Et la communauté congolaise de la région nord de France a voulu organiser cette journée pour comprendre ce qui se passe dans ce pays. Cette communauté est née d'une vague de contestation. Comme vous le savez, au mois de novembre 2011, les élections se sont déroulées dans ce pays. Le peuple a choisi massivement un président élu à la personne d'Étienne Tshisekedi. Mais l'ennemi du Congo n'a pas voulu l'attendre de cette oreille. Il a usurpé le pouvoir et il tient à gouverner coûte que coûte, par défi et par la terreur. Et c'est pour cette raison que nous avons organisé cette journée pour que nos intervenants puissent chacun, dans son thème qu'il a choisi, nous faire comprendre les enjeux de ce qui se passe dans ce pays. Je voudrais, parce que nous sommes un peu en retard par rapport à notre programme, laisser la parole à Madame Aïssi et Monsieur Kaloulou, qui sont les modérateurs, pour qu'ils nous présentent les intervenants. Je vous remercie. Condamné. Le Congo était la colonie qui avait le plus souffert de toutes les colonies. Il a été celle qui a perdu le plus d'hommes et celle qui a gardé le plus grand traumatisme. Le travail forcé qui servait à enrichir la Belgique et le monde capitaliste était d'une rare férocité. Ceux qui veulent en savoir plus sur cette période peuvent lire le livre de Adam Hochschild, Les fantômes du roi Léopold II, ou d'autres livres qui traitent la même question. Le roi de Belge n'a exploité le Congo à titre privé que pendant 23 ans, de 1885 à 1908, avant de le céder à son pays, la Belgique, qui a continué l'œuvre du roi pendant 52 ans. Et aujourd'hui, depuis notre indépendance, le Congo vient de totaliser 52 ans. Donc c'est à peu près la même période. Mais pendant 52 ans, combien de Congolais n'ont-ils pas payé? Combien la colonie n'a-t-elle pas souffert? Cette année 2012, disais-je, le Congo totalise 52 ans de son indépendance nominale depuis le 30 juin 1960. Mais combien les Congolais n'ont-ils pas payé depuis cette date? Patrice Lumumba a été sauvagement assassiné. 4 ministres ont été publiquement pendus en 1965. Le Congo a connu une suite de dictatures sanglantes. Des étrangers se sont emparés de notre pays et ont pris les institutions nationales en otage. Plus de 8 millions, on a dit 10 millions de Congolais sont morts, avec un lot de viols de femmes, de violations des droits de l'homme, des assassinats, des emprisonnements des innocents. Aucun pays souverain, j'ai bien dit, aucun pays souverain au monde ne souffre aujourd'hui autant que le Congo. Nous venons de passer donc 52 ans perdus, car gaspillés, sans aucune modernisation de l'État et sans développement de la nation. La Belgique est un pays pauvre en ressources naturelles, alors que le Congo est riche, immensément riche. Mais paradoxalement, c'est le Congo qui dépend de la Belgique et qui attend une aide de la Belgique. Comment se fait-il que le Congo, qui est naturellement plus combattu, vous savez que Pierre Péan a écrit un autre livre, La République des Mallettes. Mais allez lire. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Et maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? 1. Nous déformater et nous reformater à des bonnes sources. Vous voyez, un disque, quand il est déjà formaté, nous répétons parfois des formules.
Oh, ils ont dit que nous devons mettre la démocratie. Nous n'avons pas d'abord un problème de démocratie chez nous. Nous avons un problème de souveraineté. Est-ce que nous pouvons être maîtres chez nous, là? On a terminé, on a commencé par un documentaire. Quand ce documentaire terminé, il est demeuré un flou sur la mort de Laurent Désiré Kabila. Le premier rapport fait par un expert de l'ONU, ici Jassoni, c'est un rapport qui date de 1994. Il exhibe une lettre, un extrait d'une lettre de Kagame à Museveni, Kagame qui dit à Museveni, les Américains nous ont demandé de tuer Kabila. Il ne leur convient plus. Vous pouvez lire ça dans Carnage. On l'a tué, pourquoi? Vous prenez le livre de choses, même si nous ne l'aimons pas beaucoup, Les Nouveaux Prédateurs, de Colette Brackman. À la page 59 et 60, vous lisez le projet que Kabila avait pour le Congo. Il avait un projet de développement autocentré qui partirait des villages. Mais ça, ils n'ont pas accepté. Vous allez à la page 187 du même livre. Vous lisez ceci, qu'ils l'ont tué parce qu'ils voulaient ouvrir le Congo au néolibéralisme. Mais quand ils l'ont tué, qui est monté au pouvoir? Hein? Celui qui est monté au pouvoir, c'est celui qui est supposé être son fils. À qui a profité le crime? Et il n'y a pas très longtemps, à Bruxelles, au mois de mars, un ex-proche de Kagame, le docteur Théogène Kodasingwa, fait un exposé. Il dit ceci: c'est Kagame qui a orchestré la mort de Laurent Désiré Kabila. Et comme c'est le jeune homme-là qui est monté au pouvoir, c'est à lui que le crime a profité. Vous avez vu son gène, sa gêne quand on lui demandait, mais qui a tué? Qu'est-ce que vous faites? Et il y a Abdoulaye Ndombassi qui est interrogé dans le film Meurtre à Kinshasa qui a tué Laurent Désiré Kabila. Ndombassi dit ceci: ceux qui sont en prison là, ce ne sont pas des tueurs. Non, mais on ne sait pas les faire sortir de là parce qu'on les sort. Qui est-ce qu'on va mettre à la place? Déformatage, conformatage. Deuxième point, nous devons résister. Mais résister contre quoi? J'allais dire à maman, résister contre quoi? Oui, contre le système, c'est vrai, mais d'abord contre la résignation. Contre la résignation. Ah, Mbowana, Tote Kango, Tote Lamongo, et ils allaient sous la tinate. Au lieu que nous puissions dire Tokufa, Pona, Congo, Tokufa. Et ce monsieur-là qui est en face de moi, quand il est allé les affronter dans l'une des salles, lui donner leur conférence, il leur a dit: battez-moi, tuez-moi, on va voir. Et il leur a dit, il dit toujours: pour mon pays, je ne m'étairai point. Donc, résistez d'abord contre la résignation. Il n'y a pas de fatalité. Alors, comment voulez-vous, ces gens, parce qu'il y a l'enjeu à l'est de notre pays, ils sont en train de créer avec Africom le marché de l'Afrique de l'Est. Ils ont coupé le Soudan. Ils veulent prendre le Kivu, l'Éthiopie, la Somalie, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, pour évacuer nos matières premières vers l'océan Indien. C'est ça l'un des enjeux. Dans notre temps, ils se sont positionnés à l'Est avec Africom qui a son siège à Stuttgart. Et nous disons que ce sont nos partenaires. De cette époque-là, qui est celle qui dirige l'Europe aujourd'hui, ne peut pas interagir autrement vis-à-vis de l'homme noir que de le prendre pour un individu inférieur qui a appris à vivre au contact de l'homme blanc. Or, si telle est la philosophie de l'Europe politique par les anciens férus du fan club Tintin, le Congo ne peut pas être vu comme un pays appartenant aux Congolais. Il sera regardé comme un jardin qui regorge de tout, dans lequel l'homme congolais est implanté comme un singe dans un jardin zoologique. À propos des aventures de Tintin au Congo, Hergé a dit ceci: pour le Congo, tout comme Tintin au pays des Soviets, il se fait que j'étais nourri des préjugés du milieu dans lequel je vivais.
c'était en 1930. Je ne connaissais de ce pays que ce que les gens ont raconté à l'époque. Les nègres sont de grands enfants, heureusement que nous sommes là, etc. Et je les ai dessinés. Ces Africains, d'après ces critères-là, dans le pur esprit paternaliste qui était celui de l'époque en Belgique. Vous pouvez retrouver cette phrase d'Hergé en allant tout simplement dans Wikipédia et vous verrez que je n'invente rien. N'allons pas très loin pour vérifier cela. Quiconque a bien lu le livre de Colin Pachman, Le dinosaure, et je prends un témoin, notre frère Jean-Pierre Mbellou, me donnera raison. Il y a un paragraphe où cette journaliste du soir traite les Congolais comme des singes descendus des arbres. En dehors des préjugés anciens de la vieille Europe sur l'Afrique noire, c'est la notion de la suprématie blanche autoproclamée par les Belges sur le Congolais qui complète la mauvaise tenue des relations Congo-Europe. Il n'a pas fallu que nous fûmes présentés de cette façon-là, car au final, toutes les nations occidentales ne regardent qu'avec des yeux éloignés le génocide qui se déroule dans notre pays. Les responsables de la tragédie congolaise existent, mais ceux-ci sont moins perçus comme les auteurs de la consomption de la République démocratique du Congo. C'est à la personne du Congolais que l'on renvoie la faute. En d'autres mots, c'est la victime qui paye de la roublardise des commanditaires des crimes qui endeuillent la terre nous léguée par nos aïeux. Parmi les fossoyeurs du Congo, il y a des Belges, il y a des Français, car eux, ce sont les intervenants occidentaux de première ligne dans notre pays et dans d'autres régions de l'Afrique. Les excès de zèle des francophones dans la mise à mort du Congo les distinguent un peu des anglophones qui essaient d'avoir de la retenue à cause du statut des peuples que concède le Commonwealth à ses anciennes colonies. Le rapport du Congo avec l'Europe sont des rapports d'intrigue. Le Congo n'est pas vu comme un pays avec un peuple, mais comme un réservoir de ressources qu'il faut venir piller et emporter par tous les moyens, sans consulter la direction politique de la République et sans prendre le pouls de l'opinion publique. Cette offensive de spolier les Congolais a commencé avec l'indépendance le 30 juin 1960. Du jour au lendemain, il y a eu successivement la sécession katangais. Mobutu, qui ouvrait les nouvelles d'Antenne 2, on l'a laissé mourir comme un rat au Maroc. Je ne peux pas en dire plus. Le regard de l'Europe sur l'Afrique, c'est l'œil d'une communauté des peuples, ceux de l'ouest du vieux continent, qui tient le monde négro-africain comme inférieur. Partant, l'Europe s'est mise dans une position de maître ordonnateur qui invente les activités pour l'Africain, tant dans la production professionnelle de l'emploi que dans la culture. Pour vérifier cela, il suffit de regarder les émissions que TV5 oblige les Africains de réaliser à son antenne. Question. Est-ce que les productions de Laurent Ruquier sont aussi meilleures que celles que les télévisions d'Afrique projettent à l'antenne ou sur YouTube? Toute la problématique se situe là. Nous sommes regardés comme des grands enfants qu'il faut constamment guider avec l'expertise de l'Occident. Voilà tout sur l'interrogation du premier et du deuxième volet de la première question de cette thématique. Alors là, je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps. Je devais passer donc à mon troisième et dernier volet, qui est donc pourquoi j'ai choisi la résistance au sein de la PARECO. 7 minutes. On me dit 7 minutes, mais je pense que ce sera trop court. Alors là, ce que je propose, c'est simplement de répondre à toutes vos questions concernant la PARECO lorsque nous arriverons à la séance des questions-réponses. Je vous remercie. Un grand merci, Monsieur Mena. Vous avez abordé donc la question donc des relations inéquitables et déséquilibrées entre l'Afrique et l'Europe, et en particulièrement le Congo et l'Europe, en vous appuyant sur des exemples bien précis. Je pense que nous sommes tous unanimes sur un certain nombre de points. Et aussi comment on peut conditionner l'esprit humain, créer des stéréotypes à travers des lectures qui à première vue peuvent paraître anodines, telles que Tintin au Congo. Je pense que nous pourrons en débattre plus amplement tout à l'heure. Merci beaucoup et merci d'avoir tenu dans les temps. Nous allons maintenant passer la parole
à monsieur, que je ne me trompe pas, c'est monsieur Kalombo Stanislas Benjamin, c'est bien ça? Très bien. Donc, monsieur appartient à l'association pour la promotion de la démocratie et le développement de la République démocratique du Congo. Vous vivez en Belgique, donc vous venez directement de la Belgique. Vous êtes médecin de formation, mais vous êtes aussi analyste politique, expert électoral et activiste des droits de l'homme. Et c'est en tant qu'expert électoral que vous allez aborder donc le thème des fraudes électorales. Merci pour le déplacement et votre intervention. Merci. Merci aux organisateurs, merci aux participants, mesdames et messieurs, pour votre présence ici. Je ne veux pas vous prendre beaucoup de temps, c'est pour ça que je préparais de dias pour les intervenants. Si vous voulez vous suivre, vous pouvez vous mettre en face, comme ça vous saurez intervenir dans le débat. C'est bien fourni. Je sais que le professeur Paulet affectionne ce terme de fraude électorale. On a de la fraude a été planifiée en 4 niveaux, donc au niveau de l'identification des électeurs, au niveau du nettoyage du fichier électoral, au niveau des opérations même de vote, et puis lors de la proclamation des résultats. Donc, en guise d'introduction, je fais brièvement un petit rappel du dialogue intercongolais qui s'est déroulé en 2003, où on a eu des accords qui insistaient sur notamment le recensement général de la population, parce que le dernier recensement a été réalisé en 1984. Donc il fallait commencer par là, avant de mettre en place même un bon fonctionnement du gouvernement, puisqu'un gouvernement qui dirige un pays sans connaître le nombre de la population, c'est une aberration monstrueuse. Même pour un éleveur, la moindre des choses, c'est savoir le nombre de poules qu'il a pour approvisionner en nourriture et autres médicaments. Mais au Congo, on gouverne le pays sans connaître exactement le nombre de la population. Ce n'est pas innocent et on verra la suite. Donc, pour l'historique des processus électoraux en RDC, donc, les premières élections furent organisées en 1957. C'était les élections municipales avant l'indépendance. En 1960, on a eu des élections législatives. En tout cas, c'était vraiment très bien déroulé en toute transparence. Et là, c'est le parti du premier ministre Lumumba qui a gagné au la main. Et il fut choisi Premier ministre. Mais malheureusement, il fut assassiné, sauvagement assassiné. Donc d'abord assigné à résidence, puis assassiné le 17 janvier 1961. Voilà, donc la cause de son assassinat, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, c'est parce que Lumumba, quand il a pris la tête du premier gouvernement congolais, il a retrouvé les caisses de l'État congolais étaient vides. Donc les Belges, ils ont donné l'indépendance, ils sont partis avec toute la caisse de l'État. En 2006, il y a eu des élections législatives, et vous savez comment ça s'est déroulé, la présidentielle et législative. Et le candidat Jean-Pierre Bemba, qui a amené Joseph Kabila au deuxième tour, a été sauvagement attaqué à l'arme lourde chez lui, entre les deux tours, tout simplement parce que la mafia internationale, puisqu'il faut la nommer ainsi, a voulu que Kabila soit président sans qu'il y ait deuxième tour. Raison pour laquelle environ 15 ambassadeurs se sont retrouvés dans la résidence de Jean-Pierre Bemba pour le mettre sous pression plutôt politique, parce qu'ils étaient là, politiquement, sous pression militaire. L'attaque de sa résidence, c'était un pur montage entre l'armée de Kabila, la garde spéciale, la garde présidentielle, et les Occidentaux, particulièrement le ministère belge des Affaires étrangères, de la Défense, piloté par André Flau. Juridique, vous savez qu'on ne respecte rien, la loi électorale est bafouée, la Constitution a été modifiée quelques mois avant les élections. Donc ils n'ont pas modifié la Constitution, mais ils ont changé carrément la Constitution, puisque dans cette modification, ils ont touché à l'article, si ma mémoire est bonne, je crois 228, qui
qui régit la manière dont le constituant dérivé peut modifier la Constitution, en donnant à Kabila le pouvoir d'appeler à l'organisation du référendum. Donc, quand on nous parle de la modification d'un tour, de passage d'un tour en deux tours en un tour, au fait, ça fait beaucoup plus de bruit pour cacher au fait le vrai problème. Le problème est que maintenant, Kabila, c'est lui qui décide s'il doit y avoir référendum ou pas. Parce que c'est lui qui doit convoquer. Donc, c'est ça le gros du problème dans cette modification. Donc, il faut connaître, ce qu'il faut retenir dans l'organisation de la fraude, c'est que la fraude est impossible sans l'aide de la communauté internationale. Selon l'architecture même de la CI, ça c'est la vieille organisation de la CI à l'époque, donc où vous avez le comité de pilotage, celui qui dirige tout le processus. Là, la CI est là, vous avez l'ONU, donc le PNUD et la MONUSCO, la division électorale de la MONUSCO, le gouvernement congolais, les bailleurs de fonds. C'est eux qui supervisent tout le processus. Lui et son cousin Fabien Missioni, qui pilote au fait le bureau national des opérations électorales. Donc vous avez l'oncle et le neveu, tous les deux experts dans le service stratégique de Kabila, qui pilotent la commission électorale indépendante. Vous allez chercher les traductions, madame. Nous le faisons en Afrique et partout dans le monde. Merci pour la compréhension. Alors, nous nous allons tout façon. Na batata nyonso ke na beto na kokila gilu kwa bubu. Na mayele nyonso ke na beno na ngolo beno kusana kusonika na ba livre. Beno zimbakana avec bana beto to bindende ke na kubutuka na bwala ya mputu na ba yeke na Kinshasa to na ba région ya beto. Ba aucune information à mingi ça ba ko santango nyonso na Facebook. Alors que ba radio ke na internet ke na ko informer même si de temps en temps, information qui est commune, mais vraiment par miette. Alors, il y a des fois dans le mingi mobilisation, information dans Yangolo. Et en plus, patriotisme qui est vraiment diambo aussi congolais abavé. Or, ça m'a posé pour défendre qui on est, nani ngekele wapinge katuka wapinge na kukwenda. Yake vona na funu mingi ngezaba nani ngekele to nani tata nge nani mama nge. Mais pendant ce temps betona kumona na mputu bana beto na kukuela na bana kubuta basa bafe dikanda ya batata bau luvila ya batata bau wapi bakatuka yinki dikanda bau. Pardon? Monsieur Mwamba, professeur, merci madame pour la parole que vous me donnez. J'ai écouté les différents exposés qui sont terriblement riches. Je n'aimerais pas poser des questions en somme, mais ajouter quelques éléments d'information. Si on veut réellement se projeter dans l'avenir de manière positive, il faut qu'on fasse la cure de mentalité. Donc c'est fondamentalement le problème des ressources humaines. 1. 2. Vous avez parlé des différents réseaux de pouvoir et de domination. L'ONU, le Fonds monétaire, la Banque mondiale. Laissez-moi tout simplement vous dire que toutes ces institutions sont le fait des filiales de ce qu'on appelle la FED. Madame Loussé, je suis congolaise de nationalité et d'origine. Et donc je voulais tout simplement intervenir parce que là j'ai beaucoup entendu parler d'unité. Quand il y a une force, il faut l'unité pour pouvoir faire barrage à une certaine force. Mais ce que moi je relève ici, cette unité entre Congolais, est-ce qu'on a vraiment l'unité? Je me demande, je pose la question. En plus, on est tous ici des Congolais, je pense. Derrière ces mots congolais, quelle valeur défendons pour pouvoir faire une unité? Je pense qu'on n'a pas de valeur qui regroupe tout le monde.
voilà, moi je voulais vraiment se poser cette question. En plus, quand on a parlé, M. l'abbé a parlé de formater, reformater, c'est vrai qu'on a été formaté. Maintenant qu'on s'est rendu compte qu'on a été formaté, il faut aussi qu'on prenne le temps de nous déformater. Je ne sais pas si les termes existent, je ne sais pas, mais il faut qu'on prenne le temps, voilà, de nous déformater. On est noire, africaine et fière de l'être, je veux dire. Voilà. Nos racines ne commencent pas en 1885. Dans un pays comme le Congo, on a connu des grands royaumes. Le royaume Kuba, le royaume Luba, le royaume Congo, le royaume Lunda et le royaume Chokwe. Notre contact avec le monde extérieur a été tellement brutal que ce passé a été effacé. Le travail de mémoire que nous avons, c'est de pouvoir faire revivre ce passé avec ces temps de gloire, mais aussi avec ces temps de faiblesse. Ils nous ont vaincus parce qu'ils ont eu recours à l'art de vaincre sans avoir raison. Et ils avaient l'arme. Alors, il y a de ces valeurs que nos ancêtres ont mis en exergue qui pourraient nous aider aujourd'hui si nous voulons reconstruire le Congo. On fait allusion à la religion. Mais je sais que quand mes ancêtres se réveillaient le matin chez nous, au Kassai, ils faisaient ce qu'on appelle le Lusanzu. On va dire le Lusanzu. Donc, ils commencent par examiner leur conscience pour voir si elle est en règle avec l'amour du prochain, l'amour de la femme d'autrui, l'amour des biens d'autrui. Donc, quand on fait allusion au christianisme, le christianisme ne va pas, n'est pas en contradiction avec les valeurs humaines fondamentales, entre autres la liberté, l'égalité et la fraternité. Vous savez que quand je fais allusion à un livre que je n'ai pas cité, le livre de Noam Chomsky, qui est intitulé 2 heures de lucidité. Dans 2 heures de lucidité, Noam Chomsky montre que ce qu'on a appelé prophètes dans le Premier Testament, c'était des intellectuels subversifs. Donc des gens qui remettaient en question et de manière fondamentale la société de leur temps. Vous n'avez qu'à lire Amos par exemple, il est très fort pour ce qui est des valeurs sociales. Dans le Deuxième Testament, Jésus était monsieur intraitable pour ce qui est de la veuve, de l'orphelin, du petit et du faible. C'est là que je donne raison à notre pasteur qui a remarqué qu'il y a eu des déviations dans l'approche de la religion. Nous ne pouvons pas faire des déviations une règle. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des déviations qu'on ne peut pas poursuivre la rencontre avec cette religion qui nous est venue de l'extérieur pour l'instrumentaliser à notre faveur. Parce que les Sud-Américains, par exemple, ont réussi avec la théologie de la libération à faire de leur pays ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Le problème n'est pas la religion en elle-même, le christianisme en lui-même, le problème est dans l'usage que nous en faisons. Si aujourd'hui au Congo on va en faire un opium du peuple, Dieu nous a tout donné, il nous a donné l'intelligence, il nous a même créé à son image et à sa ressemblance pour que nous devenions des co-créateurs. Donc il faut une autre approche de la religion qui ne soit pas opium du peuple. Est-ce que l'Église catholique a su jouer le rôle des navis, des prophètes, d'intellectuels subversifs pendant la période électorale? Monseigneur Monsengo a essayé en disant que les résultats qui avaient été communiqués n'étaient conformes ni à la vérité, ni à la justice. Et il a même appelé le jeune homme. Il lui a dit, est-ce que tu es en paix avec ta conscience en voyant ces résultats-là? Alors lui a répondu par une autre question, est-ce que vous êtes content qu'il y ait ce qui est en train de se passer maintenant? Donc il est allé très loin, c'est ainsi qu'il a été l'objet de beaucoup d'injures. Mais comme dans toute société, ce n'est pas simplement dans l'Église catholique que cela s'opère. Si vous lisez, vous relisez calmement le livre de Charles Onana, je pense à la page 162, il détaille les méthodes qui sont utilisées par les acteurs apparents de notre tragédie. Ils passent par la corruption. Moi, je ne voudrais pas vous dire que nous prêtres, nous sommes incorruptibles. Vous avez vu l'abbé Bahala, ici.
en train de défendre les petits qui étaient violés, ainsi de suite. Mais est-ce que vous savez que l'abbé Bahala et aujourd'hui a été pendant les élections le responsable de l'audiovisuel à Kinshasa? Donc il est parmi les personnes qui ont cautionné le hold-up électoral. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça l'homme. Il lui arrive de manquer de persévérance. Et je vais terminer en disant à notre sœur qui a parlé de l'unité, nous avons à persévérer dans l'unité. C'était aussi un point que j'avais inscrit à l'ordre du jour, mais que je n'ai pas voulu mentionner parce que j'avais épuisé mon temps. Mais nous ne ferons pas l'unité rapidement avec 60 millions de Congolais. Il faut qu'il y ait des cercles qui travaillent à cette unité-là, qu'il y ait des associations qui travaillent à cette unité-là. Les grandes révolutions, quand vous prenez la révolution cubaine, elle a été faite par 100 personnes. Quand on réussit à avoir un noyau qui persévère dans la lutte pour le triomphe des valeurs, c'est que le professeur Mwamba a appelé les ressources humaines. Quand nous les avons et que nous exploitons à bon escient, nous pouvons, en persévérant, arriver à des résultats. N'attendons pas qu'il y ait du coup l'unité de 60 millions de Congolais. Ça n'arrivera pas. Que les noyaux qui ont pris conscience de ce qui se passe puissent travailler pour l'avènement et puis un travail en réseau. Voyez ce que nous venons de faire aujourd'hui. Nous venons de points différents. C'est ça qu'il faut favoriser. C'est à force de nous rencontrer, à force de nous parler, à force de nous écouter, à force de nous identifier, que nous allons nous connaître et travailler ensemble. Mais si nous ne nous fréquentons pas, comment voulez-vous que nous puissions nous connaître et former cette unité? Justement, j'allais dire, il faut que ça commence dans des petites listes comme ça. Il faut poursuivre. Voilà. Donc, ceux qui nous ont convoqués ce soir, Ingeta. Ingeta. Ils nous ont Mais bon, dans un premier temps, je vais faire un bref commentaire aux différentes questions qui ont été posées et ensuite je vais conclure. Nous avons donc compris que le Fonds monétaire international a été créé pour venir en aide aux pays occidentaux. Normalement, dans les organisations internationales, chaque pays a une voix, mais le Fonds monétaire international fait exception. Ça signifie que la voix de la Belgique pèse beaucoup plus que celle du Brésil. Nous avons donc compris que les pays du tiers-monde ne représenteront jamais quelqu'un au Fonds monétaire international. Donc, nous devons penser à créer nos organisations à nous, car celles qui existent ont été créées avant l'indépendance des pays africains. Première chose. Deuxième chose, mon compatriote a dit, le Congo ne n'a pas parlé de ce qui s'est passé au Congo avant 1885. Je pense que c'est... Voilà. Tout simplement pour la simple raison, c'est qu'avant 1885, le problème avec nous, le Congo avait d'autres problèmes. Le problème actuel a commencé en 1885, lorsque Léopold est venu au Congo. Et puisque ces problèmes sont beaucoup plus préoccupants, les organisateurs ont souhaité mettre l'accent sur cette période-là. Le Rwanda, quelqu'un a parlé du Rwanda. Le Rwanda est notre frère, mais nous le partageons tous, nous le savons tous et nous le pensons tous. Mais quelle serait votre attitude lorsque votre propre frère accepte